Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction sur The Goat. On parle de l'irrésistible addiction à Skyrim. Et vraiment Skyrim pour moi c'est the RPG. C'est le RPG qui m'a fait aimer les RPG. J'ai J'adore Skyrim de bout en bout. Et Skyrim, j'ai découvert avec bien sûr Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha. Que serait Skyrim sans le mythique Bob Lennon? Bon, on va y aller. Bon, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui est devenu une addiction pour des centaines de milliers de joueurs. C'est vrai qu'une addiction, je l'admets. Quand j'ai plus aucun jeu à jouer, je ne sais plus quoi jouer, je reviens à Skyrim. Je comprends pas comment c'est possible. J'ai fait le jeu de bout en bout. Les quêtes, j'ai plus rien. J'ai tout fait une quarantaine de fois. Et quand je n'ai plus de jeu à jouer, c'est Skyrim. J'arrive pas à me l'expliquer. Il s'agit d'un stupéfiant très dur pour lequel ces gens n'iront jamais en désintox. Parce que c'est en quelque sorte un remède à tous leurs problèmes. Et je sais ce que je dis, j'en ai beaucoup consommé. Il y a eu une époque où j'étais complètement obsédé par Skyrim. Comme des milliers d'autres personnes, je savais pas pourquoi je voulais y jouer encore et encore. J'ai fait des tonnes de jeux vidéo, mais lui, je dois le relancer à chaque année parce que j'en ai besoin dans mes veines. Peu importe que le temps passe ou que mes envies aient changé. J'ai toujours autant besoin de le relancer, alors je me suis demandé pourquoi. Comment ça se fait qu'il ait hypnotisé à ce point une génération tout entière, et comment il a fait pour tenir sur toute cette durée. Au début de mes recherches, je pensais que c'était juste grâce au mode de la communauté. Mais c'est 1400 évidemment modes, plus complexe que ça. ouf. Il y a toute une multitude d'éléments qui ont permis à Bethesda de créer l'un des jeux les plus emblématiques de l'industrie. Mais, avant de comprendre comment on en est arrivé là, c'est mieux de connaître les bases. Faut savoir que Skyrim, c'est le 5e épisode de la licence The Elder Scrolls, qui nomme chacun d'entre eux en fonction de leur thème ou région principale. Par exemple, s'il y en a un qui se déroule en France, ils auraient pu l'appeler The Elder Scrolls Poitou-Charentes. Mais je suis pas sûr que ça marche. Ces jeux sont des RPG à la première personne qui sont devenus au fil du temps de plus en plus accessibles. Et moi j'ai découvert cette saga avec ce 5e épisode, quelques Ouais, moi semaines aussi. après sa sortie en décembre 2011. Et comment vous dire qu'à l'époque, mes goûts en jeux vidéo étaient pas les plus variés. Parce que disons qu'entre Halo, Team Fortress, Gears of War, Fallout 3, Call of Duty, Battlefield et Borderlands, ceux qui sortaient Moi, cette époque-là, j'avais pas encore joué, j'ai découvert un peu plus tard, Skyrim. du cadre du pam boum boum habituel, j'y touchais avec un bâton. Mais comme je viens de le dire, j'avais déjà joué à Fallout 3 et c'est une expérience qui m'avait énormément plu. Vraiment, que ce soit par le gameplay, l'ambiance ou l'exploration, c'est un jeu qui te distribuait des paires de claques de bonheur à l'époque. J'en étais même tellement mordu que j'écoutais les soundtracks absolument partout. Et en 2011, j'avais un pote qui me parlait d'un autre jeu des mêmes développeurs sur le point de sortir. Alors il me montre la bande-annonce, ça a l'air cool même si j'ai pas l'habitude de ce genre d'univers, et j'ai soudainement bien envie de l'acheter. Alors du haut de mes 16 ans, j'ai rassemblé toutes mes économies possibles et imaginables, ce qui m'a fait un total de 80 €. Ouais, je sais, la richesse, l'opulence, tout ça. Putain! Ce qui me fait également penser au fait que la moitié de 80 €, c'est 40 €. Et qu'en ce moment, vous pouvez devenir aussi riche que je l'ai été à l'époque. Ouais, en effet, si vous avez une vieille machine et que l'envie vous prend d'acheter un nouveau PC gamer, eh ben sachez que je peux vous faire réduire cette immense somme sur votre prochaine commande chez FlowUp. C'est quoi, Flower? Eh bien, vous avez raison de demander. Parce que FlowUp, c'est une entreprise de PC gamer créée par Mathis et Gauthier de la chaîne French Hardware. Ça doit faire une année qu'on se connaît, et à l'époque, il m'avait envoyé un mail dès ma première vidéo de la part de ce monsieur, ma foi, fort attirant. Et c'est tombé plutôt bien parce que je devais changer mon PC qui pétait littéralement un câble avec moi sur Adobe Premiere. Donc j'ai acheté une tour il y a presque un an et Ah, elle se Adobe porte à Premiere. merveille grâce à l'incroyable Adobe Premiere. Où sommes ce salaud? câble management, le water cooling de zinzin et son fabuleux écran personnalisable qui me permet toujours de garder à l'esprit qu'Outer Wilds est le meilleur jeu de tous les temps. Alors si vous avez envie de craquer pour un nouveau PC, n'hésitez vraiment pas à passer par chez eux en utilisant mon code promo GOAT qui n'est pas du tout narcissique afin de vous offrir 40 € de réduction sur n'importe quel ordinateur chez eux. Donc n'attendez plus pour vous lancer dans le fabuleux monde du PC gaming et je retourne raconter ma richesse d'enfance avec mes 80 €. Bon, en vrai c'est une somme que j'avais rarement eu entre les mains. Du coup, en tant que personne responsable et extrêmement intelligente, je suis allé tout claquer à la Fnac. J'ai pris un jeu dont je me rappelle pas à 10 € et Skyrim à 70. Quoi? Il a dit 70 et pas 70? Le pire, c'est que je l'ai acheté sans rien connaître du jeu. Je savais juste que c'était le même développeur que Fallout, donc allez, on dépense tout notre pognon. Et à l'époque, tu me mettais n'importe quel jeu entre les mains et j'étais bien, tant que je pouvais passer l'entièreté de mes prochaines vacances dessus. Je voulais pas Ouais. partir loin de chez moi, j'avais juste besoin de ma manette et d'un univers dans lequel me perdre. Mais même si j'étais bon public, j'avais mon panthéon de jeux auquel je revenais constamment. Et c'était impossible de venir prendre la place de l'un d'entre eux. Parce que c'était avec eux que j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie de gamer. Du moins, c'est ce que je pensais avant d'acheter Skyrim. Alors, où es-tu,
Skyrim, Skyrim, Skyrim. Oh, bah qui voilà. Ça fait longtemps. Bon, je vais essayer de le prendre sans lui péter la gueule comme d'habitude. Et on fait avec le matériel de bord. À l'époque, sur ma Xbox 360, j'ai démarré mon aventure en créant un Khajiit, à savoir les hommes chats drogués de cet univers. Et après une seule heure de jeu seulement, Ah, Khajiit. ça me paraissait déjà complètement fou. Je sentais un océan de possibilités, et c'est plus ou moins le cas. Parce que Skyrim, c'est un jeu qui peut paraître complexe, mais qui est avant tout très compréhensible. Il te fait piger à une vitesse folle que tu es libre d'aller où tu le sens. Tu peux commencer ta partie, suivre le tuto en allant à Rivebois, puis ensuite décider de tout plaquer pour aller devenir l'archimage de l'académie de Fort d'Hiver. Et sur ton chemin, tu peux être sûr qu'il va se passer des dingueries. Et vous savez, en rapport avec tout ça, il y a un gars qui s'appelle Sid Meier que j'apprécie beaucoup. C'est notamment le créateur de la saga Civilization, et il a détaillé dans une interview que pour lui, un jeu vidéo c'est une succession de décisions captivantes. C'est pour ça que pour moi, les meilleurs jeux, ce sont les jeux à choix. Parce que les jeux à choix, en fait, te permettent de te mettre dedans à 100%. Que l'histoire est prenante, parce que tu sais que tes choix impacteront. Donc, quand tu fais un jeu à choix, tu sais que chaque choix que tu feras impactera. Genre, pour moi le jeu qui est le plus dur à jouer, pas au niveau, du gameplay, de ce que tu tirais, tout ça. C'est pas que c'est dur, mais émotionnellement, ça peut être dur. C'est Detroit Become Human. Tu joues à Detroit Become Human, tu as des choix, tu auras du mal à les prendre. Ça va jouer sur ta corde de sensibilité. Est-ce que tu vas le sauver? Est-ce que tu vas attaquer? Est-ce que tu vas les tuer? Le meilleur exemple, c'est le choix avec les 2 femmes robots que tu poursuis et soit tu laisses échapper, soit tu tires. Si tu tires, tu réussis ta mission, donc aussi, mais si tu tires pas, c'est pas grave, donc tu rates pas ta mission. Pour ma part, à ce moment-là, j'ai instinctivement ju appuyé sur tirer. Je me suis même pas rendu compte des choix. J'ai j'ai tiré direct. J'ai pas réfléchi. C'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait un autre choix après que j'étais dégoûté. Parce que j'aurais aimé voir c'était quoi l'autre choix. Donc je suis parti voir c'était quoi l'autre choix et quand je me suis rendu compte que tu avais le choix de les laisser partir, j'étais en mode: Il y a aussi le choix. Est-ce que vous êtes prêts à faire tout pour votre mission?» Là, c'est un spoil. Donc je préviens, spoil. J'ai 5 secondes avant de spoil. Donc si vous voulez pas de spoil de Become Human, voilà. Donc à un moment, on va avoir le créateur des robots dans Detroit Become Human. Il nous dit que pour obtenir, ce qu'on veut, des informations, on doit tuer, un modèle de robot, les premiers modes de robot. On doit le tuer. Si on les tue, on obtient ce qu'on veut, mais en même temps, on prouve qu'on n'a pas d'émotion et qu'on est un simple bout de ferraille. Mais si on ne le tue pas, on prouve qu'on est nous-mêmes un déviant, ceux qu'on combat. C'est ça et ça, j'adore ça dans les putains de jeux. Ça. Tu as plein de choix, par exemple. Après, tu des choix un peu plus différents. Les jeux où tu soit tu le méchant, soit tu gentil. Ça, c'est un peu plus différent. Ces jeux-là sont différents et j'aime bien moi, je préfère les jeux qui sont à choix. Moi, votre avis, en commentaire. Bon, allez, reprends.
Par exemple, dans un Call of Duty, on va vouloir jouer une arme à la prochaine partie et voir si on l'apprécie. Ensuite, on veut débloquer quelques éléments sur elle pour qu'elle s'adapte plus à notre style de gameplay. Puis après, une fois qu'on l'a bien en main, on a envie de montrer aux autres à quel point on est trop fort dessus avec notre tout nouveau camouflage. Et une fois que c'est terminé, on recommence avec une autre arme. C'est un cercle vertueux du plaisir où on répète des actions en boucle en vue de profiter du gameplay. Et c'est une façon de faire que Bethesda s'est pratiquement appropriée tant leurs jeux vont dans ce style et plus particulièrement Skyrim. C'est une expérience qui est faite pour donner énormément de plaisir aux joueurs. Parce qu'il y a toujours un truc qui lui pend au nez pour lui donner envie d'avancer. Que ce soit dans une quête qui semble promettre une récompense intéressante, un point de compétence qu'on aimerait obtenir dans l'arbre de talent, une armure qu'on voudrait forger par la suite, et encore un tas d'autres trucs tant le contenu est démentiel, mais je pense que vous avez compris l'idée. En fait, on a envie de faire tout à la fois parce que le jeu le permet d'une manière hyper gratifiante. Il y en a pour tous les goûts et c'est jamais rebutant. Avec Skyrim, Bethesda a sacralisé sa philosophie du tout pour le joueur. Le studio t'offre une liberté folle tout en te montrant qu'il y a une tonne de choses à faire, tout aussi captivantes les unes que les autres. Vous savez, jusqu'à la sortie d'Elden Ring en 2022, soit 11 ans plus tard, Skyrim est resté gravé dans mon esprit comme le jeu offrant le meilleur sentiment d'exploration. Et moi en 2011, je connaissais pas vraiment ça l'exploration. Je savais très bien comment faire pam pam boum boum, devenir général 5 étoiles sur Halo 3 ou créer des belles cartes. Mais ici, c'est différent. Je suis pas du tout cloisonné. J'ai aucun repère et le jeu me donne une boussole avec un endroit où me rendre pour la quête principale. J'ai du feu en main gauche, une épée rouillée en main droite, un marqueur d'objectif et puis c'est tout. J'étais complètement perdu. Ouais, à l'époque, ça m'a fait pareil. J'adorais ça. Après, sur le moment. Skyrim est dans le cœur d'une quantité incommensurable de joueurs qui pourraient, comme moi, en parler pendant des heures et des heures. Pourtant, c'est vraiment loin d'être un jeu parfait. Les combats sont mous et consistent juste à taper à répétition sur des sacs à PV. La magie ne sert à rien en plus d'agresser le moindre PNJ qui vient t'aider. Le scénario principal est claqué. La mise en scène est pour la plupart du temps inexistante, voire même ridicule. Les menus sont pas du tout ergonomiques, la furtivité est rapidement complètement pétée en plus de te faire rendre compte du niveau de l'IA qui est abyssal, le jeu est encore rempli de bugs alors que ça fait 13 ans qu'il est sorti, et pour preuve j'ai une sauvegarde de l'époque dans laquelle tous les animaux sont complètement bourrés. Je m'envole. Et je descends, t'as vu ça, Marc? Je sais pas du tout ce qui provoque ça, mais ça me fait crever de rire. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils se sont fait renommer Bugtesda par les joueurs. Mais au final, ça n'a absolument pas impacté le jeu, parce qu'il a tapé plus de 10 000 ventes la semaine de sa sortie. Aujourd'hui, avec les chiffres de plus en plus démentiels qu'on a l'habitude de voir, ça semble être simplement une bonne réussite, mais à l'époque c'était un carton. Dans ma liste d'amis, on était plein à y jouer, et je discutais en vocal avec eux, captivés par le partage de nos expériences. Skyrim, en termes de nostalgie, je le mets sur le même piédestal que Halo, parce que si pour l'un j'ai réussi à tourner la page et accepter que c'est terminé, pour l'autre, c'est une histoire très différente. C'est d'ailleurs ce qui a déclenché toutes mes recherches. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'en décrocher ? Bon, malheureusement, les réponses que j'ai eues ne m'ont vraiment pas aidé, parce que tous divaguer à gauche à droite sans me donner un élément concret d'appréciation. Mais il y avait quand même un point qui revenait en permanence. Skyrim semble procurer un profond sentiment de bien-être. On peut dire ça de beaucoup de jeux, mais il a ce petit truc qui fait qu'on y revient sans cesse. Une sorte de douceur qui nous ramène constamment en bord de ciel. Et justement, ça tombe bien. Pendant mes recherches, j'ai découvert que la conception d'un jeu vidéo repose souvent sur un équilibre entre deux axes, le soft et le spiky. Le soft correspond aux phases de détente, de progression et de récompense, tandis que le spiky représente les pics de difficulté et les émotions intenses. Leur répartition dépend du genre, et un RPG aussi toujours entre ces deux éléments dans sa courbe de gameplay. En comparaison directe, prenons Elden Ring. Même s'il propose des moments soft avec des phases d'exploration tranquilles et gratifiantes, le jeu penche très fortement vers le spiky. Vous n'êtes pas le centre du monde, la difficulté peut être détente, les émotions qu'on vit sont très fortes et fondamentalement, l'univers du jeu ne vous veut pas du bien. Dans le même thème, mais beaucoup moins frustrant, The Witcher 3 se situe sur un axe similaire. La structure du jeu est moins éprouvante, mais il reste tout aussi marquant, avec des moments émotionnellement très intenses. Que ce soit pour Witcher 3 ou Elden Ring, le joueur est confronté à des pics d'émotion ou de difficulté qui jalonnent inévitablement son aventure. Skyrim, en revanche, y suit une approche totalement différente. Au fur et à mesure des événements, le monde se met à graviter autour de nous parce qu'on est l'élu, l'enfant de la prophétie. Et dès qu'on parvient à faire un exploit, y a pas un péon qui manque à l'appel pour nous dire à quel point on est génial. Tout est fait pour caresser le joueur dans le sens du poil en lui offrant un petit shampoing. On va pas lui montrer un monde horrible dans lequel il détesterait vivre, on l'empêche surtout pas de progresser en adaptant les adversaires à son niveau,
niveau et on lui offre de la liberté sur un plateau d'argent. Et bam, ça fait des jeux Bethesda. Et ça, à l'inverse des deux jeux cités précédemment, c'est du soft design. C'est un jeu qui se veut confortable pour le joueur avant tout, quitte à simplifier sa formule. Ça permet d'attirer un nouveau public et de voir le tout sous un nouvel angle. Et c'est en général sur ce point que ça fâche les plus férus du genre, qui avaient déjà grincé des dents sur l'épisode précédent par rapport à celui d'avant. Si on préfère les RPG hardcore avec des milliards d'embranchements qui rendent l'expérience plus complexe, on peut être déçu. Mais si on est un joueur assez lambda comme moi qui s'intéresse au genre mais qui a jamais essayé, Après, c'est bien la difficulté. Mais imagine, t'es un nouveau joueur. Imagine, frérot, t'as jamais joué à un Dark Souls. On te voit sur Elden Ring. Comme ça. On te dit pas comment jouer tout de suite. Tu vas te faire péter le cul. Tu vas galérer. Et si t'aimes pas les jeux comme ça, t'auras une très mauvaise vision de ça. Donc, moi, faut un équilibre. Faut qu'il y ait des jeux comme ça, comme Skyrim, qui puissent aider les joueurs qui ont jamais fait de RPG, jouer à des RPG, pardon, qui puissent jouer à des RDPG soft, et quand ils veulent quelque chose de plus dur, ils vont les jouer dans des trucs plus durs. Alors Elden Ring. Elden Ring est beaucoup plus dur. Ou The Witcher. Tu fais genre Skyrim, The Witcher, et hop, tu te mets Elden Ring, et pas le Dark Souls, que non, Elden Ring si, et Dark Souls non. Tu fais Elden Ring. Et là, t'auras un bon level des niveaux. bah c'est parfait. C'est plus simple, plus casual, mais ça signifie pas qu'il est moins bon pour autant. Quand je disais qu'il avait bercé une génération tout entière, je n'exagérais pas, parce que n'importe qui peut s'amuser dans ces montagnes. Et puis, franchement, comment résister à l'envie de rester quand on voit une ambiance aussi divine? J'ai juste envie de rester là, écouter la musique. C'est peut-être moi qui adore les paysages nordiques, mais je trouve que l'ambiance de Skyrim est absolument imbattable, en plus d'être propulsée par des musiques plus somptueuses les unes que les autres. Jérémy Soule a fait un travail absolument phénoménal, déjà excellent pour l'épisode précédent et maintenant parfaitement adapté à une suite montagneuse. Ce sont des compositions très paradoxales, parce qu'elles nous ramènent à la montagne, au froid et à l'hiver, mais elles sont avant tout d'un immense réconfort. En 2012, plusieurs mois après avoir terminé Skyrim à 100%, j'en étais encore tellement mordu que le jour où j'ai eu internet sur mon téléphone, mon premier réflexe a été d'écouter ces musiques pour m'endormir au soir, enveloppé d'une nostalgie très jeune et pourtant entièrement palpable. De mon côté, c'est vraiment l'un des sujets les plus en lien avec ce sentiment, parce qu'aucun autre jeu n'arrive à me faire revenir dans son univers d'une manière si douce. Skyrim est rejouable à l'infini, et c'est impossible de s'en lasser pendant une trop longue période. Ce jeu est la définition même d'un bac à sable où les rencontres aléatoires sont légion, et votre progression se fera en même temps que la découverte de ces terres, de manière très organique. Il y a toujours un chemin à découvrir, un style de jeu à expérimenter et de nouvelles aventures qui vous attendent dans un univers hyper travaillé. Si j'ai pas envie de continuer la quête principale, je peux très bien aller faire autre chose et le jeu va pas me pénaliser pour autant. Mis à part pour l'ère de jeu, il n'y a pas la moindre barrière qui est imposée. Tout est cadencé selon l'expérimentation du joueur. Et c'est ça la magie des jeux de Bethesda. On ressent le fait qu'on est dans un jeu vidéo, car tout nous attend au tournant. Mais est-ce que c'est vraiment un mal? Le but premier d'un jeu vidéo, c'est de passer un moment hors du temps qui vous fait du bien. Alors quoi de mieux qu'un jeu où tout a été programmé pour que le joueur finisse par faire le con à un moment, au risque de sacrifier une partie de l'immersion juste pour qu'il s'amuse, techniquement. Ça, c'est la technique qui vient de faire avec pour un objet pour mettre le choix des PNJ. C'est une technique pour voler, pour ceux qui ne le savent pas. Normalement, il y a des espèces de paniers en osier. Tu les prends et tu les mets sur le PNJ, puis après tu peux voler toute sa baraque. La physique de ces objets, elle sert à rien, parce qu'à aucun moment on nous demande de manipuler l'un d'entre eux. Mais ça donne de la consistance aux environnements. Ces objets existent en jeu, et si on en vire 10 de notre inventaire, ils ne disparaissent pas. Pratiquement tout reste sur place ad vitam, et ça ne s'applique pas qu'aux objets. Par exemple, imaginons que vous soyez pris d'une malencontreuse folie meurtrière, eh bien les cadavres resteront sur place pour toujours. Mais bon, jamais je ferai ça. J'ai pas trop peur de dire que Skyrim est une sorte de thérapie, parce que ce jeu est là pour qu'on s'éclate, sans nous imposer la moindre chose à faire. Et comme je le disais tout à l'heure, pour les Il a futurs massacré! vidéos, j'ai recueilli beaucoup de témoignages qui m'ont inspiré à aller voir plus loin.
Je cherchais quelques récits au hasard de manière brouillonne. Puis, à un moment, je tombe sur une vidéo qui a 188 vues d'un mec qui parle de la façon dont Skyrim l'a aidé à surmonter sa dépression. Il n'y a pas de script, pas de montage, pas de mixage audio. Juste quelqu'un qui a tenu à partager son vécu à d'autres personnes prêtes à l'écouter. Et justement, il y a eu un petit gars réceptif là-dessus, postant le seul et l'unique commentaire sous cette vidéo dans lequel il a tenu à se livrer à son tour. Ce jeu a une grande importance pour moi, car j'étais négligé de la part de mes parents et j'étais juste un petit enfant agaçant. J'étais perdu et bruyant, cherchant à attirer l'attention à tout prix pour tenter d'exister, et évidemment, personne n'aimait ça dans mon entourage. Je me souviens avoir commencé à jouer à Skyrim pour échapper à la réalité, me sentir libre et extérioriser ma colère en affrontant des bandits. J'ai découvert des créations fascinantes réalisées par d'autres joueurs et je me suis plongé dans de nouvelles sauvegardes plus rôlistes qui m'ont permis d'explorer ma créativité. Puis, en passant au collège, ma PS3 est tombée en panne. J'ai dû attendre d'avoir une PS4 pour retrouver Skyrim avec la sortie du remaster en 2016. J'ai travaillé pour me l'acheter à nouveau et j'y joue encore aujourd'hui. Mes amis se moquent parfois de moi parce que je joue à un vieux jeu, mais pour moi, ça reste un précieux moyen d'évasion, surtout depuis le décès de ma mère l'année dernière et avec mon père actuellement à l'hôpital. À 18 ans, je n'ai pas envie d'être seul et Skyrim m'offre un échappatoire face aux injustices de la vie. Je peux me perdre dans un univers où je peux être tout ce que je désire, et ça me conforte. Il est magique ce jeu. C'était un témoignage comme on peut en trouver absolument partout sur internet à propos de Skyrim. La nostalgie doit sûrement avoir un énorme rapport avec ce discours. Parce que personnellement, il me ramène à une époque où j'étais bien plus tranquille. Pendant les vacances scolaires de décembre 2011. Une époque où les choses simples étaient plus faciles à apprécier. Et se replonger dans Skyrim permet une nouvelle fois d'y goûter. Avec ses musiques, il parvient à me provoquer un mal du pays d'un lieu que je n'ai jamais réellement visité, mais que j'ai besoin de retrouver au moins une fois par an. Déjà, normalement, je recommence pas mes jeux. Et je peux revenir sur l'un d'entre eux des années plus tard, mais c'est toujours Skyrim qui finit par être choisi. Je saurais pas dire combien de fois j'ai monté les marches du Haut-Rodgar, ramassé ces pierres de Barénisia de merde, ou encore le nombre de personnages que j'ai créés, mais je sais que dans 10 ans, je tuerai probablement un nouveau poulet à Rivebois. Et si on y revient aussi souvent, c'est en partie grâce au mod. Je sais que certains sont en tension parce que j'en ai pas encore parlé, mais rassurez-vous, on y vient. Personnellement, j'ai découvert le modding en 2013. En le terminant à nouveau sur mon PC tout neuf, je m'étais aperçu que je pouvais améliorer mon jeu avec des contenus gratuits créés par la communauté. Ça peut être tout et n'importe quoi, et évidemment si vous me connaissez un peu, vous savez très bien comment ça a terminé. Et c'était trop bien parce que j'avais plusieurs races supplémentaires disponibles, des quêtes différentes, plein de nouveaux ennemis, un moteur graphique amélioré, tout un tas de choses qui me permettaient d'avoir une expérience encore renouvelée. J'étais complètement perdu pendant mes premières sessions de modding et j'arrivais pas à installer les trucs les plus basiques. Je tapais des heures entières de recherche pour qu'au final ça crache avant de devoir tout réinstaller avec ma connexion de Satan. Mais ça me décourageait pas du tout, au contraire. Je savais que la prochaine aventure qui m'attendait allait être encore plus fascinante. Je perdais un temps fou à tout installer et c'est là que je me suis rendu compte qu'un jour, un PNJ en jeu m'avait dit: Mais Sgo, tu as passé plus de temps à modder qu'à jouer au jeu, t'es con ou quoi? Et cette petite belette avait raison. À l'époque, j'étais tellement investi dans mes recherches que je m'étais inscrit dans des groupes Facebook pour savoir quels étaient les meilleurs mods à installer. Et ça faisait inévitablement revenir la guéguerre bien débile entre les pro-mods et les pro-Vania. Mais devinez quoi, 13 ans plus tard, la bataille ne semble toujours pas terminée. Pendant mes recherches pour cette vidéo sur ce réseau social du diable, je suis tombé sur la publication d'un mec qui montrait son jeu. Évidemment, vous vous en doutez, ça n'a pas du tout tardé à faire des émules. Et peut-être que certains, comme le commentaire le plus liké, doivent se demander à ce stade, c'est quoi l'intérêt de jouer à Skyrim? Et c'est une intervention que j'ai vue sous des tonnes d'extraits, au nom du purisme et du lore avant tout, mais vous savez quoi? On s'en tape, parce que les mods, c'est dans la philosophie même de Bethesda. Laisser libre cours à l'imagination des joueurs pour qu'ils s'éclatent le plus possible afin de permettre une expérience toujours différente de la précédente. Qu'est-ce que je m'en tape si quelqu'un transforme ses dragons en train, et je trouve ça même très drôle. Oh non, c'est un génie le gars qui a fait ça. C'est un putain de génie le gars qui a transformé le putain de dragon de feu en Thomas le train.
c'est juste un petit mode à la con, mais faut savoir que certains sont carrément devenus des projets d'une ampleur colossale. Prenons par exemple le Skyrim Unofficial Patch, un petit fixe qui semble à première vue anodin. Et bien pourtant ce léger add-on créé par une équipe modeste a corrigé plus de 20 000 bugs en 10 ans. Et il continue encore de l'améliorer. La mise à jour de cette mise à jour date d'il y a 2 mois. C'est assez dingue parce que ce genre de mode peut paraître insignifiant, mais il nécessite souvent de plonger dans le moteur du jeu pour effectuer des ajustements plus profonds, servant par la suite de base à d'autres créations encore plus complexes. Et par effet domino, ça permet à d'autres créateurs de former des projets encore plus ambitieux, comme par exemple avec Enderal, un add-on gratuit et dissocié du jeu de base qui transforme complètement Skyrim en un tout nouveau RPG avec son propre univers aussi vaste que bord de ciel. Tout est fait à la main par des passionnés, pour des passionnés. Et c'est complètement fou parce que là, on a un jeu complet dans le jeu. En plus, comment est-ce que je peux vous parler d'Enderal sans même mentionner Skywind ou Skyblivion? Comme leur nom l'indique, ils visent à reproduire Morrowind et Oblivion dans le moteur de Skyrim. C'est un travail de pété, parce que non seulement ils veulent les apporter dans Skyrim pour en faire le jeu ultime, mais en plus de ça, ils désirent moderniser le tout. Bah oui, refaire un jeu tout entier, c'était déjà pas assez de travail. Donc, que ce soit pour les quêtes, les graphismes, le game design, les musiques ou même les doublages refaits par des acteurs professionnels bénévoles, tout est repris en charge. Et enfin, au bout de la chaîne alimentaire, il y a ceux qui regroupent les modes pour créer des expériences uniques et optimisées, testant des milliers d'entre eux pour voir lesquels sont les plus complémentaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un véritable écosystème organique qui s'est créé au sein du modding. Tous apportent leur pierre à l'édifice d'une passion commune sans la moindre recherche de reconnaissance. Au fur et à mesure des années, leurs contributions sont devenues essentielles pour des milliers de joueurs comme moi, et j'ai toujours été fasciné de voir à quel point certains sont prêts à investir de leur temps pour améliorer celui des autres. Chaque mode, chaque patch, chaque projet enrichit Skyrim en tant qu'œuvre toujours plus collective. Et heureusement, le public a toujours été derrière eux, désirant une nouvelle fois de vivre une aventure à la fois unique et riche en souvenirs. Skyrim est l'un des rares jeux qui ne mourra probablement jamais réellement, car il sera éternellement alimenté par des personnes dont la nostalgie les rattrape au quart de tour. Même si d'autres Elder Scrolls sortiront dans le futur, c'est très peu probable qu'ils aient une réputation aussi solide que lui, parce que c'était très sûrement le dernier chef-d'œuvre de Bethesda. Yep. Non, pitié, me parle pas de celui-là. Évidemment, je pouvais pas faire une vidéo sur Skyrim sans évoquer les casseroles qui ont suivi. Parce que, la situation de Bethesda est plutôt catastrophique. Oh non, me parle pas de ça, s'il te plaît. Fallout 4 était sympa, mais pas grandiose. Celui d'après, je refuse même de le mettre en image. Et puis, Starfield, le fameux Skyrim dans l'univers qui s'inspirait d'Outer Wilds pour son exploration. L'un des jeux que j'ai le plus attendu au monde. Dire que ça a été une déception, c'est un euphémisme, il faut pas se voiler la face. Bethesda ne semble plus capable de nous faire rêver comme auparavant, parce qu'ils sont restés sur leurs acquis sans observer l'industrie grandir. À l'annonce de Elder Scrolls 6, j'avais sauté de joie sur ma chaise, heureux de pouvoir replonger dans cet univers qui me rappelle une époque très chère à mon cœur. Mais aujourd'hui, l'attente s'est transformée en inquiétude. J'ai absolument adoré Fallout 4 et je ferai peut-être une vidéo dessus, mais Starfield, j'ai pas les mots pour décrire à quel point le jeu est décevant en presque tout point. Il devait représenter l'avenir de Bethesda, mais il est resté bloqué dans le passé. Cet univers ne fleurira probablement jamais autant que leur titre précédent, parce que même si la forme peut être modée, le fond poussiéreux, lui, il restera intact. Et vous savez, le pire, c'est que malgré tout ça, j'ai pas perdu espoir, me disant qu'un jour, Bethesda pourrait se relever. Je sais pas quand ni comment ce serait possible, mais il faudrait changer tous les personnes qui font... ne semble plus opérer, je peux pas m'empêcher de penser qu'un jour, qui sait, Bethesda verrait à nouveau le soleil se lever. Ça va être dur. Merci Scott. Oh, il vient de passer son snack de la vidéo. Oh le goat. Oh le goat. Allez vous abonner.